Le 21 février, nous avions le plaisir de recevoir Jean-Luc Reitzer dans les locaux de Ligne 68 pour échanger autour de l'actualité. Environ 10 jours plus tard, le député du Sungo et des Trois Frontières allait être admis à l'hôpital pour un terrible voyage happé par la Covid-19. Tout a été raconté dès lors dans les médias. Jean-Luc Reitzer a surmonté les épreuves, il a eu la chance de s'en sortir. Très sollicité évidemment depuis son retour à la maison, celui qui a été le maire d'Altkirch pendant 34 ans doit se rééduquer. Il a effectué sa première sortie publique le 18 juin, tout un symbole. À cette occasion, il nous a reçus à son domicile. Jean-Luc Reitzer est sur Ligne 68. Bien, comme j'ai l'habitude de dire, le moins mal possible. Vous savez, quand on a passé 4 semaines dans le coma, quand on a été hospitalisé 2 mois et demi, même si on a la niaque, comme on dit couramment, on a quand même des difficultés à revenir dans le monde réel. Mais comme je l'ai dit à l'instant, le moins mal possible, et je dirais même relativement bien. Hier, c'était l'anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Vous comprenez bien que, ayant d'abord été invité également à assister à une cérémonie à Colombey, et c'est notamment le président Rotner qui avait eu la gentillesse de m'inviter, je ne pouvais pas y aller pour des raisons justement de convalescence, je tenais à être présent à Altkirch. C'était ma première manifestation officielle. C'est la première fois depuis la fin février que j'ai remis un costume, une cravate. J'avais un peu le trac, mais c'est vrai que ça s'est bien passé. C'était une très belle cérémonie. Je constate qu'il y a une continuité au niveau de la ville d'Altkirch, puisqu'on a repris ce que nous faisions lorsque j'étais maire, le discours du 22 juin, parce que celui du 18 juin n'a pas été enregistré, c'est le discours du 22 juin que je trouve magnifique, parce qu'il a une analyse extraordinaire de la situation de la France en 1940, le refus de la défaite, et surtout une vision sur l'avenir, quand il dit « même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours nos alliés ?» leurs alliés, pardon, on voit qu'il a une vision de l'avenir extraordinaire. Donc je tenais à être présent. Le maire d'Altkirch a été particulièrement sympathique. Il a proposé que nous déposions ensemble la gerbe, et donc c'est vrai que c'était pour moi un moment d'émotion. Bien écoutez, moi je suis un gaulliste, tout le monde le sait. J'ai eu cet idéal dès l'âge de 13 ans et demi. Je me rappelle que je quittais en catimini le domicile de mes parents pour aller peindre, à l'époque ça se faisait beaucoup, dans les rues d'Altkirch, sur certains murs, des Vives de Gaulle ou des Croix de Lorraine. Donc j'ai été toujours fidèle à cet idéal. Pourquoi ? Parce que pour moi, de Gaulle incarnait déjà pour l'Alsace la volonté farouche de reprendre ce territoire qui était annexé par l'Allemagne. Il a pris des décisions courageuses, notamment pour libérer Strasbourg, les Américains voulant bombarder du haut des Vosges l'Alsace. Il a refusé, il a demandé à Leclerc de libérer Strasbourg, et ça a permis à Leclerc de tenir ce serment de Koufra, de n'arrêter le combat. D'ailleurs, ils ont continué après en Allemagne, mais le serment de Koufra, c'était de dire de n'arrêter le combat que lorsque le drapeau bleu-blanc-rouge flottera sur la cathédrale de Strasbourg. Donc c'est déjà tout cela. Et puis c'est celui qui a sauvé l'honneur de la France, qui a refusé la défaite et qui partit seul avec le peuple, pas avec les élites, pas avec les généraux, pas avec les évêques, comme il a dit, pas avec les grands patrons, mais avec les gens du peuple. Le symbole, ce sont les marins de l'île de Sein. Eh bien, il a réussi petit à petit à s'imposer comme chef de la résistance. Et puis ensuite, la deuxième phase, c'est naturellement en 1958, avec les nouvelles institutions, avec l'accompagnement de la modernisation de la France. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, même s'il y a eu des périodes difficiles, je pense bien sûr à la période de la guerre d'Algérie, il y a eu également mai 68, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est un modèle, le symbole de l'unité nationale, de la volonté nationale, de l'indépendance de notre pays. Et donc tout le monde, vous l'avez vu, de l'extrême droite jusqu'à presque à l'extrême gauche, à part quelques-uns, tout le monde aujourd'hui fait référence au général de Gaulle. Moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai vu comme gamin à Altkirch, j'en ai un vague souvenir. D'ailleurs, il y a une photo qui circule encore beaucoup à Altkirch où on voit le général de Gaulle sortir de sa déesse, symbole aussi du gaullisme, sortir de sa déesse, place de la République, à Altkirch, et saluer le maire de l'époque, M. Holstein. Donc c'est une photo qui circule beaucoup à Altkirch, qui a d'ailleurs paru dans la presse locale il y a quelques jours. Et puis moi, j'ai eu l'honneur d'assister à la messe le 13 juillet 1969, je ne vais pas me tromper d'année, le 13 juillet 1969, donc après le départ du pouvoir du général de Gaulle, grâce aux gendarmes mobiles d'Altkirch. Mes parents habitaient juste en face de l'actuelle gendarmerie rue de Hirzbach, et donc tout le monde connaissait mon engagement gaulliste.
Et il y avait un adjudant-chef à l'époque qui s'appelait l'adjudant-chef Bénard, qui m'a dit « Écoute Jean-Luc, je sais que tu es gaulliste, les gardes mobiles d'Alkirch vont aller surveiller la boisserie pendant cette période du 14 juillet. Ma famille va camper au camping de Bar-sur-Aube, et donc il se peut que le général de Gaulle aille à la messe pendant cette période, et on sera informé la veille s'il se rend à la messe à l'église de Colombey. » Et effectivement, il s'est rendu à la messe à l'église de Colombey. Et donc j'étais là avec un ami qui s'appelle Denis Martin, qui avait aussi comme moi la petite croix de Lorraine à la veste, ou à la chemise à l'époque, parce qu'il faisait beau. Et donc on a attendu devant l'église, et puis la déesse du général est arrivée. Et puis c'était un silence, hein. Il y avait à peu près une centaine de personnes, pas plus. Et c'était un silence. Et naturellement, le seul qui s'est mis à crier « Vive de Gaulle », c'était moi. Et donc, ayant commencé à crier « Vive de Gaulle », tout le monde a repris, et donc le général est sorti de sa déesse, a tourné autour de la déesse, Madame de Gaulle sortant directement vers la porte, le général faisant le tour, et quand il est passé devant moi, il a jeté un petit regard, et moi, naturellement, j'ai bondi pour le suivre, et à ce moment-là, quelqu'un m'a tiré, je pense que c'était quelqu'un du service d'ordre, pour que je ne sois pas directement derrière le général. Mais par contre, je savais où il allait s'installer, et donc je me suis retrouvé en biais juste derrière lui, et c'était impressionnant. C'est la première fois vraiment que physiquement et de près je le rencontrais. Et l'adjudant-chef Bénard m'avait dit, surtout s'il vous regarde, ne baissez pas le regard, parce qu'il a horreur des gens qui baissent le regard. Et donc à un moment donné, pendant la messe, il avait la main dans la poche de sa veste et il s'est retourné, majestueux, hein, tel qu'on l'imagine. Et naturellement, je me suis souvenu de ce que m'avait dit M. Bénard, et donc je n'ai pas baissé les yeux parce qu'il m'a regardé, effectivement, et j'étais juste derrière lui en biais. Et ça a été un moment pour moi impressionnant. Et donc j'ai quitté l'église avant sa sortie, parce que tout ça c'était dans ma tête bien préparé. Et donc je me suis mis à la sortie de l'église, et la déesse était dans l'autre sens du départ. Et à ce moment-là, Madame de Gaulle fait le tour de la voiture par l'arrière, et le général, lui, rentre directement dans la voiture. Et donc il y avait 4-5 personnes maximum entre la porte de l'église et la déesse du président. Et donc quand il est sorti, mon Vive de Gaulle, évidemment, habituel, et il est venu direct sur moi, il m'a serré la main, c'est le seul auquel il a serré la main, il a marmonné quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, je pense qu'il a dû dire merci pour votre confiance ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas vraiment compris, et il est rentré dans la voiture, Madame de Gaulle est passée de l'autre côté, il a quitté, ça a été pour moi un moment historique, quoi. Écoutez, je crois que c'est le premier, j'ai naturellement regardé les hommages qui viennent de lui être rendus à l'occasion de l'anniversaire du 18 juin, tout le monde disait c'est le premier homme politique, le premier chef d'État qui allait directement en contact de la population et du peuple. Et c'était extraordinaire. Aujourd'hui, quand un président de la République, quel qu'il soit, se déplace dans une région, il y a 100, 200 personnes. Là, ça se comptait par milliers, par dizaines de milliers. Et donc, quel était son grand plaisir? On le voit d'ailleurs quand on voit des images aujourd'hui à la télévision, c'était d'aller serrer les mains. Et il prenait des risques énormes, puisqu'il y avait quand même eu, vous le savez, l'attentat du Clamart, du petit Clamart, il y avait quand même eu des moments, le Montfaron à Toulon, etc., où sa vie était en danger, mais il allait, au grand dépit de ses gardes du corps, directement au contact du peuple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas les élites, c'était pas les notables, c'était vraiment le peuple. Et Malraux a eu cette parole de dire le gaullisme, c'est le métro à 18h. Et c'est vrai qu'il a rassemblé surtout des gens qui étaient attachés à sa simplicité, à ce qu'il représentait. Et il a eu ce contact direct avec le peuple. Même s'il y avait, bien sûr, ce prestige, cette distance qui impressionnait les gens. Mais il allait au contact. Je crois que nous sommes des élus qui sommes les représentants du peuple. Et tous les élus, moi-même, avant d'être député, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Peugeot. Et j'ai commencé à la chaîne. J'ai été ouvrier pendant 3 mois, j'ai été chef d'équipe pendant 3 mois avant de devenir cadre chargé des relations sociales. Donc je pense que tous les élus ont une expérience de la vie quotidienne des Français. Et on a l'impression parfois qu'ils sont coupés des réalités. Mais je pense que l'avantage du cumul des mandats, qui n'existe plus, c'était précisément de permettre aux élus nationaux de rester en contact avec le terrain. Et moi, quand j'étais maire, je me faisais engueuler le vendredi, le samedi, lorsque je faisais le marché place de la Halle au Blé. Et le mardi, en réunion de groupe, je transmettais ce que j'avais entendu. Donc on avait ce contact. Et je considère que c'est une erreur d'avoir coupé cette réalité. J'étais
Peut-être à l'époque, on pouvait cumuler, j'étais président du syndicat scolaire, j'étais maire, président de la Comcom. Aujourd'hui, je pense que 2 mandats suffisent largement, mais on avait la présence dans les instances décisionnelles. J'étais également président du conseil de surveillance et d'administration de l'hôpital, donc je connaissais les problèmes. Je n'ai pas découvert la situation du personnel soignant avec les événements récents. Je connaissais leurs difficultés, je connaissais la difficulté financière que connaissaient les hôpitaux, et notamment les hôpitaux de proximité. Donc, moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'être coupé du peuple. Mais je pense qu'il est important que régulièrement, il y a cette confrontation avec la vie quotidienne, avec les difficultés que connaissent les gens. Et donc, je pense que c'est par cette présence sur le terrain que l'on peut petit à petit retrouver cette confiance qui, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, il y a aussi eu des événements malheureux, où des élus, malheureusement, ont eu des attitudes condamnables. Mais je pense que si on arrive progressivement à renouer ce lien de confiance, on pourra aussi voir les choses différemment qu'on ne les voit aujourd'hui. Moi, je suis stupéfait du climat de violence qu'on connaît dans notre pays et qu'on n'a jamais connu à ce degré-là. Écoutez, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu ce rush sur les hôpitaux. Il y a eu un manque d'investissement depuis des années. Nous, on a beaucoup investi dans les années 90, mais c'est vrai que depuis, on a très peu investi. Et donc, on a vu la limite de ce qu'on espérait, ou ce qu'on croyait être le meilleur système de santé au monde. On a vu ses limites. Il nous manquait des lits. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé de nombreux lits au cours des 10 dernières années. On a manqué d'équipements, notamment les respirateurs. On a vu la différence avec l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez investi. Et on pensait toujours que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de lits, moins il y aurait de dépenses de santé. Or, ça a été une grave erreur. Et on a vu donc les limites. Et puis, on a voulu naturellement aussi regrouper, et notamment supprimer un certain nombre d'activités dans les hôpitaux de proximité. L'exemple, il est récent, il date du 4 novembre, c'est la fermeture de la maternité. On a sauvé in extremis, avec l'aide aussi du conseil municipal d'Altkirch, le service des urgences. Moi-même, j'avais sauvé à plusieurs reprises la maternité, le service de chirurgie. Donc, on a mené ces dernières années une politique qui était contraire à la réalité et de l'intérêt des bassins de vie. Et donc, aujourd'hui, on a vu avec 50 malades, par exemple, qui ont été traités à l'hôpital d'Altkirch pendant cette épidémie. On a vu également ce qui s'est passé à Sélestat, où on avait supprimé il y a quelques années le service de réanimation. Il y a eu des manifestations comme à Altkirch. Et ça n'a servi à rien. On a fermé la maternité d'Altkirch, on a fermé le service d'urgence de Sélestat, et il a été réactivé pendant cette période parce que l'hôpital de Colmar était tout simplement là aussi saturé. Donc 25 lits sur Sélestat à peu près, une cinquantaine de lits en secours à Altkirch. On voit bien l'utilité de ces hôpitaux de proximité qu'il faut impérativement maintenir. L'hôpital d'Altkirch, c'est 70 000 habitants. C'est également une influence sur le coin frontalier où il y a aussi la clinique de Saint-Louis. Donc il faut maintenir ces hôpitaux de proximité et cette crise, si on en tire les conséquences, peut effectivement être une chance pour les services de soins au niveau national, mais aussi pour les hôpitaux de proximité. Aussi et surtout pour les hôpitaux de proximité. La droite ne se porte pas très bien. Je pense que ce n'est pas la peine de dire le contraire. On a eu un échec cuisant. Non pas, je pense, parce que les gens ne partageaient pas nos idées, mais parce que notre candidat, pour lequel j'avais dès le début énormément de réticence, vous savez que j'avais plutôt soutenu Alain Juppé au moment de la primaire, notre candidat a été catastrophique. Et donc il y a eu un rejet, même s'il y a eu un bloc quand même solide, puisque aux alentours de 20%, ce qui n'est pas négligeable, puisque le président sortant tournait, lui, à 23, à 24, enfin le président qui est sorti entre-temps, tournait autour de 23 à 24%. Donc il y avait quand même un socle très, très solide, mais la droite a pris en pleine figure cet échec, et il y a eu un rejet. Et depuis lors, on a du mal, effectivement, à nous réorganiser, même si, je le rappelle, et on l'oublie trop souvent, nous avons le deuxième groupe parlementaire, avec plus de 100 parlementaires, 100 députés, plus beaucoup de régions, plus beaucoup de grandes villes, plus le Sénat. Donc on a aussi une présence dans les institutions françaises, et ce qui nous manque, c'est une personnalisation de nos idées. Il nous faut un leader, il nous faut quelqu'un qui le soit. Il nous reste 2 ans pour le trouver et pour essayer de présenter une alternative, parce que je crois que les Français en ont assez du face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc l'enjeu, il est là pour les 2 années qui viennent,
Et j'espère qu'on trouvera cette personnalisation et on trouvera cette personne qui pourra effectivement mener et tenir nos couleurs pour les élections 2022. En politique, il ne faut jamais dire jamais et il ne faut jamais non plus annoncer son départ. Donc tout ceci, c'est un sujet de réflexion pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis politiques. Et puis de toute façon, je sais aussi, on a vu quelques exemples récents et pas trop lointains, il ne faut jamais faire le mandat de trop. Donc on verra, mais je pense qu'après 7 mandats, il y a de quoi réfléchir. Et je réfléchirai avec ma famille et avec mes amis. Jamais très loin, Michel Reitzer, son épouse, veille sur le député convalescent qui baigne aujourd'hui dans un courant de sympathie et d'humanité, dit-il, une autre revanche pour l'un des doyens de l'Assemblée nationale.